Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. On va parler du soulagement de la douleur chronique. Donc, merci de nous avoir présentés. Donc, avec Myriam, on est toutes les deux à la chaire de recherche institutionnelle en épidémiologie de la douleur chronique à l'UQAT. Donc, l'UQAT, ça se situe où? Ça se situe à Rouyn-Noranda. Donc, c'est 600 kilomètres au nord de Montréal, proche de l'Ontario. Donc, comme on l'a dit, hein, on n'a pas de conflit d'intérêt avec le contenu de cette présentation. Puis, comme on n'est pas des professionnels de la santé membres d'un ordre professionnel, on ne peut pas s'engager dans une évaluation de votre santé ou vous donner des conseils personnalisés sur votre douleur. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, on va avoir trois éléments. La première, c'est les résultats de recherche du projet de maîtrise de Myriam sur le soulagement de la douleur chronique et les facteurs associés. La deuxième, ça va être des résultats de recherche sur la fibromyalgie, puis les risques associés aux médicaments. Et ensuite, on va vous présenter quelques ressources en ligne qui sont gratuites, que vous pourriez être amené à utiliser. Donc, je vais laisser la parole à Myriam. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci Gwenaëlle pour cette belle présentation. Donc, comme il a été déjà introduit, donc je vais vous présenter mon projet de maîtrise qui est intitulé Gestion de la douleur chronique en situation réelle, qui sont les personnes les mieux soulagées. Donc, pour commencer, nous allons définir quelques notions. Donc, la douleur chronique, comme vous le savez, est une douleur qui persiste ou qui est récurrente de plus que 3 mois et considérée comme une maladie complexe. Donc, on va dire pourquoi. Donc, parce que c'est une expérience qui résulte d'une interaction dynamique entre trois facteurs, qui sont des facteurs biologiques, comme le sexe et l'âge, des facteurs psychologiques, la dépression, l'anxiété, et enfin des facteurs sociaux, comme le faible niveau d'éducation, le manque de soutien social. Alors, maintenant, si nous allons voir tous ces facteurs-là, on peut comprendre que le traitement de la douleur chronique ne peut pas être simple. Par contre, il doit être dirigé vers chacun de ces trois facteurs. Et donc, il est appelé un traitement multimodal. Et il doit être, ou bien c'est une combinaison entre des traitements pharmacologiques qui sont des médicaments destinés à diminuer l'intensité de la douleur, comme par exemple le Tylenol et des opioïdes. Et aussi des traitements non pharmacologiques comme des interventions psychologiques, par exemple la psychothérapie individuelle ou bien en groupe, l'exercice et le yoga. Alors, maintenant la question que nous allons poser, comment peut-on évaluer l'efficacité de tous ces traitements-là? Par exemple, si on prend l'exemple d'une personne qui a un diabète sucré, on sait qu'après l'administration d'un traitement, comme par exemple l'insuline, directement on peut, ou bien après un certain temps, mesurer le taux du glucose dans le sang et cela peut nous dire est-ce que l'insuline était efficace ou non. Bien sûr, cette mesure est objective. Alors, pour la douleur chronique, toutes les mesures sont subjectives, c'est-à-dire jusqu'à ce jour-là, on n'a pas vraiment des mesures objectives. Et en plus de ça, il y en a plusieurs mesures. Alors, des experts dans le domaine se sont regroupés et ont étudié toutes ces mesures-là et ils nous ont recommandé de prendre en considération 6 domaines que lorsque nous allons faire des études sur l'efficacité des traitements de la douleur chronique. Alors, ces domaines-là, tout d'abord, c'est la douleur, c'est-à-dire on va mesurer la douleur proprement dite. Comment nous allons faire? Donc, on peut mesurer tout simplement l'intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 10, avec 0, aucune douleur, et 10, la pire douleur possible. Alors, dans cette mesure-là, si par exemple on va faire une mesure avant et après le traitement, on peut déduire le pourcentage de soulagement de la douleur. Alors, en plus de ça, donc, il faut aussi mesurer le fonctionnement physique, c'est-à-dire avoir l'impact de la douleur sur, par exemple, la capacité de marcher, sur le travail, sur le sommeil. On peut aussi mesurer le fonctionnement émotionnel. Par exemple, on peut mesurer la détresse psychologique,
l'amélioration et la satisfaction globale, donc qui est une mesure qui permet bien sûr aux patients de donner sa perception des avantages et des inconvénients du traitement qu'ils ont reçu, sans oublier bien sûr d'évaluer les effets indésirables des traitements. Et à la fin, par exemple, si une personne prend un traitement, on veut savoir est-ce qu'elle reste fidèle ou bien elle va le quitter. Et si elle va le quitter, donc il est essentiel de savoir pourquoi. Alors, maintenant la question posée, notre projet de recherche est situé où dans tout ça? Alors, nous aussi, on veut évaluer l'efficacité des traitements et notre principale mesure que nous avons choisie, c'est le pourcentage de soulagement de la douleur chronique. Donc, on s'intéresse à évaluer la douleur proprement dite. Alors, pour cela, donc, nos objectifs sont, premièrement, mesurer le pourcentage du soulagement de la douleur chronique. Et on ne s'est pas arrêté ici. On veut encore identifier quels sont les facteurs associés ou bien quels sont les facteurs sociodémographiques et cliniques associés au meilleur soulagement de la douleur. Alors, donc, comment nous avons réalisé cette étude? Voilà comment nous allons réaliser cette étude-là. Donc, c'était grâce à une enquête en ligne qui a été diffusée entre juin et octobre 2019. Nous avons ciblé des adultes âgés de plus que 18 ans et bien sûr qui ont une douleur chronique telle que définie, c'est-à-dire une douleur qui persiste de plus que 3 mois. Et on a travaillé dans la région du Québec. Donc, l'ensemble de ces participants et participantes est appelé la cohorte COP. Alors, on a utilisé un questionnaire auto-administré, bien sûr, qui contient plusieurs questions, toutes qui tentent à évaluer la douleur. Donc, on a cherché la douleur, le fonctionnement physique, le fonctionnement psychologique. Et concernant notre, comment dirais-je, variable principale, c'est comme il a été déjà dit, c'est mesurer le pourcentage du soulagement de la douleur. Donc, nous l'avons mesuré par une question autodéclarée qui est la suivante. Dans l'ensemble, quel soulagement les traitements ou bien les médicaments utilisés actuellement pour votre douleur vous apportent-ils sur une échelle de 0 à 100? Donc, avant de passer aux résultats, j'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse pour dire que la particularité de notre étude est que c'est une étude qui a été réalisée directement dans la communauté. Donc, nos résultats ne proviennent pas des cliniques de douleurs spécialisées ou bien des cliniques des universités. Non, ce sont des résultats qui proviennent de la vie de tous les jours. C'est comme si on est allé frapper à la porte de chaque participant et chaque participante et on a collecté de l'information. Alors, pour les résultats, donc, il y avait 1419 personnes qui nous ont donné le pourcentage de leur soulagement. Alors, les caractéristiques de ces personnes étaient bien sûr voilà, l'âge moyen de 50 ans, 84% d'entre eux s'identifient comme des femmes, 0,3% sont non-binaires, et pour leur intensité de la douleur, mesurée sur une échelle de 0 à 10, donc, ils nous ont donné une moyenne des 7 derniers jours de 5,5 sur 10. Et lorsque nous leur avons posé la question sur la pire douleur possible, donc sa moyenne était de 7 sur 10. Alors, si nous allons passer maintenant aux traitements utilisés pour soulager la douleur, donc la question était quels sont les traitements utilisés. Alors, nos résultats ont dévoilé que 80% des participants et participantes de la cohorte COP utilisent des médicaments prescrits. 67% utilisent des médicaments en vente libre et 86% utilisent des traitements physiques et psychologiques. Alors, pour la question du soulagement, quels sont les pourcentages des personnes et quels sont les pourcentages de soulagement rapportés? Alors, normalement, voilà. Alors, pour un soulagement minimal, c'est-à-dire inférieur à 30%, il y avait 18 personnes qui ont déclaré ce pourcentage. Ensuite, il y avait 60% qui nous ont dit qu'ils sont un soulagement modéré à substantiel, c'est-à-dire compris entre 30 et 60. Et enfin, 22%
ont déclaré avoir un très grand ou bien un grand soulagement supérieur à 70%. Bien sûr, ces seuils-là, ce sont des seuils qui se trouvent dans les recommandations et dans les littératures. Alors, maintenant, si on va prendre le groupe qui a rapporté un soulagement minimal, on a cherché à identifier les facteurs qui sont associés à ce soulagement minimal. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Alors, ces personnes ont plus de chances de considérer la douleur comme terrible et ayant l'impression qu'elle ne s'améliorera jamais. Ensuite, ce sont des personnes qui utilisent des médicaments en vente libre. Aussi, donc, parmi les circonstances qui entourent l'apparition de leur douleur, c'est les interventions chirurgicales. Et enfin, donc, ils ont plus de chances d'avoir une détresse psychologique. Pour notre deuxième groupe, où il a rapporté un soulagement qui est modéré à substantiel, donc, quels sont les facteurs qui sont associés? Donc, ils ont une faible intensité de la douleur. Bien sûr, ils ont accès à un professionnel de santé de confiance. Ces personnes-là aussi utilisent des médicaments prescrits, utilisent des traitements physiques et psychologiques, et on a trouvé aussi qu'ils ont plus de chances d'utiliser plus que 5 médicaments, bien sûr confondus, que ce soit pour la douleur ou bien pour d'autres maladies. Et pour notre dernier groupe, donc on a dit que 22% ont rapporté un grand soulagement supérieur à 70%. Donc ils sont caractérisés tout d'abord comme le groupe précédent. Donc ils ont une faible intensité de la douleur. Aussi, ils ont déclaré avoir accès à un professionnel de santé de confiance, utilisent des médicaments prescrits, mais en plus de ça, donc ils ont un score de santé générale élevé. Ils ont une durée de douleur supérieure ou égale à 10 ans. Et enfin, parmi les circonstances qui entourent l'apparition de leur douleur, c'est un événement stressant. Bien sûr, à la fin, donc la conclusion, c'est pas nous qui va vous le donner, mais c'est tous les participants et les participants de la cohorte COP qui vont vous dire que vraiment un bon soulagement de la douleur chronique est possible en s'accrochant aux bons facteurs. Alors, quels sont ces beaux facteurs? Bien sûr, par exemple, ce qu'il faut retenir, c'est avoir un accès à un professionnel de santé de confiance, comme par exemple comme un médecin ou bien une infirmière praticienne. Aussi, faire confiance au traitement et utiliser une approche multimodale combinée qui va prendre en considération à la fois les médicaments prescrits, les traitements physiques et les traitements psychologiques. S'éloigner bien sûr ou bien savoir utiliser les médicaments en vente libre et surtout éviter les pensées négatives. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Gwenaëlle pour présenter ou bien vous présenter son projet de recherche. Merci. Merci beaucoup, Myriam, pour cette belle présentation. On va continuer maintenant avec le traitement pharmacologique de la fibromyalgie. Donc, on l'a dit hein, tout à l'heure, la douleur chronique, c'est quoi? C'est une douleur qui persiste ou qui revient pendant plus de 3 mois. C'est très fréquent parce que ça touche plus d'un adulte sur 5. Ça augmente avec l'âge. Aussi, c'est plus fréquent chez les femmes. Si on regarde plus spécifiquement maintenant la fibromyalgie, dans la population générale, ça peut sembler peu, on est juste à 2,7%, mais ça représente quand même plus d'1 million de Canadiens, et plus particulièrement les femmes que les hommes, et avec un âge supérieur à 50 ans. Aussi, hein, ce qui est important, c'est que même si le soulagement de la douleur, c'est un droit fondamental, la douleur chronique, elle est souvent sous-rapportée, peu reconnue, sous-diagnostiquée par les professionnels de la santé et fréquemment traitée de manière inadéquate. Le soulagement de la douleur, hein, Myriam nous l'a dit, ça devrait être multimodal. Puis dans le cas de la fibromyalgie, il y a 28 experts internationaux qui se sont réunis pour arriver à un consensus et qui nous disent que le soulagement de la fibromyalgie, ça devrait être de l'éducation et de l'activité physique, combiné à de la psychothérapie, combiné à des médicaments selon les besoins individuels. Donc nous, dans cette étude, on a appelé 141 personnes qui avaient de la douleur chronique. Et parmi ces 141 personnes, il y avait 63 personnes qui ont rapporté avoir un diagnostic de fibromyalgie.
Donc, toutes les personnes, on leur a demandé quels médicaments ils prenaient pour soulager leur douleur, pour leur bien-être psychologique et pour leur sommeil. On a inclus tout ça ensemble comme tout est interimbriqué dans la douleur chronique. Et donc, on a demandé les médicaments qui étaient prescrits, mais aussi les médicaments en vente libre et aussi tout ce qui était cannabis et cannabinoïdes. Donc, on a eu une grande majorité de femmes, hein, 96,8% de femmes, un âge moyen de 53 ans, puis des longs parcours de douleur, puisqu'on avait des personnes qui avaient des douleurs de au moins 3 ans jusqu'à 64 ans, et en moyenne 19 ans. Donc, vraiment des longs parcours de douleur. Et un fait intéressant, c'est que 82% n'avaient pas accès à une clinique de douleur. Si on regarde les interventions non pharmacologiques qui étaient les plus utilisées, on avait l'exercice physique, la méditation. Donc là, on peut faire du lien avec le projet de Myriam, hein, qui nous disait de diminuer les stresseurs. La méditation peut être un outil intéressant. La massothérapie, l'alternation de chaleur et de froid, aussi la physiothérapie, la marche, l'ostéopathie et le yoga. Puis parmi les interventions les moins utilisées, on a la stimulation électrique transcutanée des nerfs, la chiropratie, les étirements, le repos. Puis là, vous voyez, c'est intéressant, la psychothérapie, c'était parmi les 3 recommandations d'avoir vraiment la psychothérapie. Il y a seulement 5% des personnes qui l'utilisaient. Donc, si on regarde au niveau des médicaments, plus de la moitié des personnes prenaient au moins 5 médicaments, donc c'est vraiment beaucoup. Puis une personne sur 10, 10% en prenaient au moins 10, ce qui est vraiment conséquent comme prise de médicaments pour le soulagement de la douleur. Qu'est-ce que nous dit Santé Canada? Santé Canada nous dit qu'il y a 2 molécules qui sont autorisées pour traiter la fibromyalgie, la prégabaline, le Lyrica, qui était utilisée par 36% des personnes, et la duloxétine, qui était utilisée par à peu près la moitié des personnes, le Cymbalta. Donc, si on regarde un peu plus en détail pour ces 2 molécules-là, donc la prégabaline, utilisée par 36% des personnes, recommandée par les guides québécois et canadiens, a débuté par de petites doses. Puis, ce que nous disent les données de recherche, c'est que c'est efficace pour soulager la douleur, ça aide à améliorer le sommeil. Puis, on a des études qui nous permettent de dire que c'est sécuritaire et efficace comme traitement. La gabapentine, qui fait aussi partie de cette grande classe médicamenteuse-là, aurait un effet positif sur la douleur, mais peu sur la qualité de vie. Puis, on a très peu de données sur la sécurité. Ensuite, les antidépresseurs, j'ai mis le détail parce que je me suis dit que ça pourrait vous intéresser comme auditoire de pouvoir repérer vos médicaments. Je vais y aller un à la fois. Donc, il y a 3 grandes classes que je vais aborder dans la présentation parmi les antidépresseurs. Donc, la première classe, les IRSN, les inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine et de la norépinéphrine. C'était utilisé par plus de la moitié de notre échantillon. Vous voyez le feu vert, hein, c'est recommandé par les guides québécois et canadiens. Donc là, c'est la duloxétine. Les données de recherche nous disent que c'est vraiment efficace à des doses de 60 à 120 mg. Puis c'est efficace sur la douleur et sur la qualité de vie. Puis là, on a vraiment beaucoup de données scientifiques pour cette molécule-là. C'est ça qui permet notamment à Santé Canada de l'approuver. Ensuite, pour les antidépresseurs, la classe des tricycliques, là, c'est l'amitriptyline. C'était quand même utilisé par une personne sur 5 dans notre échantillon. Puis si on regarde les guides québécois et canadiens, c'est une molécule qui va être recommandée. Mais ça diminuerait la douleur que pour une minorité de personnes. On est tous différents, donc on réagit aussi de manière différente aux médicaments. Et cette molécule-là serait efficace juste pour une minorité de personnes. Et la 3e classe d'antidépresseurs qui était utilisée par 11%, une personne sur 10, c'est les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui est recommandé par les guides québécois et canadiens. Donc là, je vous ai mis les noms des molécules aussi. Puis, il n'y a pas d'amélioration sur la douleur, la fatigue et le sommeil selon les données de recherche, mais ce serait efficace pour les personnes qui seraient en situation de dépression. Donc voilà les petits détails sur les antidépresseurs. On va passer à des classes plus génériques avec, par exemple, l'acétaminophène, le Tylenol. Là, vous voyez que j'ai mis un feu orange.
Alors, pourquoi un feu orange? C'est une molécule qui est très, très utilisée, hein. Vous voyez, 73% de notre échantillon qui utilisait du Tylenol. Puis, selon les guides québécois, c'est recommandé pour d'autres conditions qui vont être associées à la fibromyalgie, comme par exemple l'arthrose. Puis, le guide canadien nous dit que c'est recommandé à petite dose, hein, c'est important le petite dose, puis que c'est toxique pour le foie et surtout qu'on a un manque de connaissances. Puis, effectivement, hein, quand on regarde les données de recherche, on constate qu'il y a vraiment peu de données spécifiquement sur l'acétaminophène et la fibromyalgie. Donc, une autre classe, les anti-inflammatoires en vente libre. Donc là, je fais un lien avec ce que nous disait Myriam. Vous avez vu, j'ai mis un feu rouge pour les anti-inflammatoires. Puis Myriam nous disait dans son projet, attention aux médicaments en vente libre. Donc, ça a été utilisé par plus de la moitié de notre échantillon. Le guide québécois nous dit que ça peut être recommandé pour d'autres conditions comme l'arthrose. Puis le guide canadien nous dit recommandé à petite dose, peu de temps. Ça, c'est vraiment important, peu de temps. Puis selon les données de recherche pour la fibromyalgie, les anti-inflammatoires ne seraient pas efficaces. Je vous ai mis des noms au-dessus, hein, comme par exemple l'aspirine, l'Advil. Ce sont des anti-inflammatoires qui ne seraient pas efficaces pour la fibromyalgie. Et il y a beaucoup d'effets indésirables qui sont importants, par exemple au niveau gastro-intestinal, au niveau du foie, au niveau cardiaque. Donc vraiment, attention avec les médicaments en vente libre. Parlez-en avec votre médecin ou votre infirmière praticienne pour vraiment évaluer ces prises-là. Maintenant, les cannabis et cannabinoïdes prescrits, alors, ils étaient vraiment très utilisés dans notre échantillon, à 35%. Dans les guides actuellement, c'est pas mentionné. C'est quand même assez récent, hein, l'utilisation, ce qui fait qu'en recherche, on a peu de données. Donc, les guides se prononcent pas trop sur leur utilisation. Le nabilone, qui est un cannabinoïde prescrit, est quand même mentionné dans le guide canadien qui nous dit que ça peut être considéré, surtout s'il y a des troubles du sommeil, mais on reste sur un manque de connaissances important, puis un manque d'études. Donc c'est pour ça qu'il y a un feu rouge pour cette classe-là. Ensuite, si on passe au tramadol, donc ça fait partie de la grande classe des opioïdes, il est utilisé, très utilisé quand même, 24%. Dans les guides québécois et canadiens, on va nous dire que c'est recommandé pour les douleurs modérées à sévères et qui ne sont pas soulagées par d'autres approches. Puis dans les données de recherche, on a peu de données. On a une étude qui montre qu'effectivement, il y a un effet pour les personnes qui ont de la fibromyalgie, mais peu de données encore. Puis les opioïdes, j'ai regroupé un petit peu toutes les autres classes d'opioïdes utilisées par 30% de notre échantillon. Puis là, bon, vous le savez, hein, dans les guides, c'est beaucoup à éviter à cause du risque de mésusage, d'overdose. Le guide canadien nous parle d'effets indésirables, mais qui peut être utilisé selon le jugement clinique du médecin. Donc là, on en revient toujours à avoir une personne, un médecin ou une infirmière praticienne de confiance pour vous soutenir dans une prise médicamenteuse optimale. Puis, si on regarde les données de recherche, on a très peu de données en fait sur l'efficacité des opioïdes pour la fibromyalgie. Et par rapport aux autres études qui ont été publiées concernant les opioïdes et la fibromyalgie, on voit que finalement, c'est les mêmes proportions, 30% qui utilisent des opioïdes, puis surtout des personnes qui ont des douleurs plus sévères et qui ont plus d'impact dans leur vie quotidienne. Aussi, les chercheurs ont suivi ces personnes-là pendant 2 ans, puis ils ont vu que les opioïdes ne semblaient pas avoir un impact sur la douleur et la qualité de vie sur le long terme. Donc, beaucoup de questions qui subsistent. Puis, il y a aussi un questionnaire en ligne où les chercheurs sont allés chercher 2500 personnes avec de la fibromyalgie. Puis, ce qui ressortait, c'est que les personnes disaient que les opioïdes étaient parmi les médicaments qui les aidaient le plus. Donc, à l'heure actuelle, beaucoup de questions qui restent par rapport à l'utilisation des opioïdes. Puis, c'est ça. Donc, si vous voulez aller plus loin, les résultats que je vous ai présentés viennent d'être publiés. Je vous ai mis le titre ici. Puis, vous trouverez notamment des tableaux comme ceci avec toutes les classes médicamenteuses. Là, j'ai juste passé les principales.
Puis vous pouvez avoir un résumé de ce que disent les guides québécois, les guides canadiens, puis les données de recherche, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Et maintenant, on va pouvoir passer aux différentes ressources. Donc, pour les ressources, on a des ressources sur le site de la QDC, Gérer ma douleur, le RQRD. Donc, je vais passer aux pages web sur les diapos suivantes. Donc, si vous regardez au niveau de la QDC, il y a par exemple des groupes d'entraide. On pourra en parler lors de la discussion si vous voulez. Sur le site de Gérer ma douleur, ce qui est très intéressant, c'est que si vous cliquez sur Je suis patient, vous allez avoir Agir pour moi. Agir pour moi, c'est un programme d'autogestion de la douleur chronique. Donc, vous allez pouvoir trouver beaucoup de ressources ici pour vous aider. Aussi, sur le site du RQRD, vous allez pouvoir également trouver des ressources. Puis plus spécifiquement par rapport à la fibromyalgie, je vous ai mis un lien qui va vous mener au guide du Québec et au guide du Canada. Les deux sont en français, c'est les deux du dessous qui sont en français. Voilà. Puis les références, je laisse un petit peu de temps si jamais vous voulez faire des pauses ensuite. Voilà. Et Myriam et moi, on tient à remercier bien chaleureusement toute l'équipe de la chaire de recherche, particulièrement Anaïs Lacasse pour son encadrement, et aussi les chercheurs et co-chercheurs de la cohorte COP du projet de Myriam, et les personnes qui nous ont soutenus aussi pour le projet de fibromyalgie, l'équipe de recherche, notre patiente partenaire, les assistants de recherche, et bien sûr, on remercie les participants et participantes au projet sans qui on ne pourrait pas faire toutes ces belles études. Et pour finir, on remercie le financement des projets, puis nos bourses d'études. Donc, on va pouvoir passer à la partie des questions et échanges. Puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter par email. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des questions par email. Donc, nos courriels sont là. N'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir. Donc, voilà. Merci beaucoup. Puis, on va pouvoir passer à la période d'échange.